Le cercle RH, notre débat quotidien, on va essayer de résoudre une équation un peu complexe, pas évidente en apparence. Hausse de l'inflation, on va revenir évidemment sur les chiffres. Est-ce que cette hausse de l'inflation peut avoir un impact sur l'emploi? Elle a forcément un impact sur votre pouvoir d'achat et sur les négociations engagées, puisque le patron du MEDEF a dit qu'il y avait déjà 57 branches qui avaient engagé des négociations pour augmenter les salaires. Y a-t-il un lien, y a-t-il un risque, évidemment, de baisse d'emploi, de suppression d'emploi liée à une inflation qui progresserait? On va en parler avec mes invités dans un contexte d'élection présidentielle. L'inflation, c'est comme le chômage, c'est abrasif quand on fait une campagne présidentielle, et c'est un élément sur lequel le gouvernement est vigilant, notamment avec cette prime de 100 €, prime inflation. Est-ce qu'elle va suffire? Je ne sais pas. Je vous présente mes invités. Christian de Boissieu, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, vice-président du Cercle des économistes et professeur émérite à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. J'avais un livre à présenter que je retrouverai dans quelques instants, mais que je vais retrouver pendant que je vous présente mon deuxième invité, Laurent Vronsky. Merci d'être avec nous, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus, qui prend des positions très claires sur une multitude de sujets. On va vous entendre dans quelques instants. Hervor, c'est une entreprise de compresseurs d'air comprimé. Absolument. C'est de l'industrie. Et vous me disiez en préparant l'émission, tiens, rentrons dans le vif du sujet. Il y a ceux qui sont pris au piège par l'augmentation du prix du blé quand on fait des pâtes, quand on fait de l'alimentaire. Vous me dites, nous, on signe des contrats sur 5 ans. Si les prix augmentent entre-temps, c'est pour nous. Absolument. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, oui. Et là, aujourd'hui, vous êtes, vous aussi, victime de ces dérapages des prix. Oui, le mot est juste, puisque nous, en plus, on utilise énormément de matières premières, on est gros consommateurs d'acier, d'aluminium, de cuivre, donc tous les métaux qui vont bien, tous les métaux qui ont des hausses entre 2 et 3 chiffres. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, sur de la tôle de base, donc de 5 mm, sans rentrer dans le détail, on est à 250% d'augmentation. 250%. 250%. Faites où cette tôle de 5 mm? On ne sait pas. Nous, on achète ça des aciéristes français. Bien sûr. Si vous voulez, ce sont des productions qui sont mondialisées. Simplement, c'est un marché, oui, bien sûr. Le problème, c'est que vous avez zéro négociation. Donc, en clair, on vous dit, c'est 250%, mais on vous informe. C'est-à-dire que c'est pas une base de négociation, c'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que si vous ne le prenez pas, vous en avez un autre derrière qui va le prendre. Qui le prendra. Et vous ne pouvez plus produire. D'une manière plus locale, c'est ce que disent aujourd'hui les artisans, qui disent j'ai une augmentation sur le prix de mon aluminium, sur le prix d'un certain nombre de produits. Si vous ne voulez pas prendre le devis que je vous soumets, cher monsieur, moi j'ai 10 clients derrière, ils le prendront à ce prix. Donc ça génère quand même des tensions et des incertitudes. Christian de Boissieu, là je me tourne vers le professeur d'économie. Il y a cette fameuse courbe d'Alban Phillips qu'il a inventée en 1958, qui lie lui directement le taux de chômage et l'inflation. Il dit quand le chômage baisse, les prix montent. Les prix baissent quand le chômage augmente. Et donc, on appelle ça la courbe de Phillips. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure-là? Est-ce qu'on est dans le contexte inflationniste qui s'adapte parfaitement à ce que dit cet économiste Phillips néo-zélandais? Bon, la courbe de Phillips, elle a joué un rôle très important dans les débats, avec d'ailleurs plutôt, vous évoquiez les deux sens de la causalité, mais souvent, on la prend dans le sens, effectivement, du taux de chômage vers le taux d'inflation, plutôt que l'inverse. C'est vrai. C'est-à-dire que là, c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui dans le débat. Enfin là, je veux dire, peut-être pas complètement, parce que je pense aux États-Unis, l'inflation aujourd'hui est plus forte aux États-Unis qu'en Europe, et il y a peut-être parmi les facteurs le fait que le taux de chômage américain est plus bas que le taux de chômage moyen en Europe. Donc ça répond à la courbe de Phillips. Alors ceci dit, au fond, votre question, c'est aussi indirectement quelles sont les causes de l'inflation actuelle. C'est pas uniquement, c'est même peut-être pas principalement le niveau de l'emploi ou le taux de chômage. Les causes de l'inflation, des tensions inflationnistes. Excusez-moi. Je crois que pour le débat, il faut distinguer tensions inflationnistes et processus d'inflation. Nous avons, depuis quelques mois, et ça va durer encore quelques mois, des tensions inflationnistes qui vont plutôt en s'accélérant. Bon, dû à quoi? Au fait, et Laurent vit ça, j'imagine aussi, que les chaînes d'approvisionnement au plan mondial ont été, comme on dirait en franglais, disruptées, ont été sursaturées, oui, y compris par le Covid. Bon, et deuxième facteur lié au Covid, en sortie de crise, même si on n'est pas malheureusement encore sorti du Covid, mais enfin,
on est quand même plutôt dans un scénario de sortie progressive. C'est compliqué parce qu'on y re-rentre dans une cinquième vague. Enfin, bref. Bon. Mais en tout cas, du point de vue économique, je veux dire, les sorties de confinement, c'est plus... Oui, c'est la sortie du confinement. On est encore dans le Covid. C'est plus rigoureux de parler de sortie du confinement, de sortie du Covid. Vous avez une demande qui repart face à une offre qui a été effectivement très, très réduite par les circonstances. Et donc, la loi de l'offre et la demande s'applique dans pas mal de secteurs, avec une Chine qui a de la croissance et qui rebondit. Qui est reparti plus vite que les autres. Et qui demande des matières premières, un certain nombre de produits, etc. Donc, voilà. Et je termine en disant, si j'ai distingué tension inflationniste du processus, c'est parce que je pense que c'est trop tôt de dire que nous sommes rentrés dans un processus inflationniste. C'est ce que disent certains économistes. Voilà. Pour deux raisons. Ça serait une parenthèse pour vous? Non, ça peut durer quelques mois, et quelques mois, c'est pas une parenthèse. Moi, je veux dire... pour les Français qui le subissent. Je ne considère pas que le seul compte le long terme. Comme disait Keynes, à long terme, nous sommes tous morts. Donc le court terme n'est pas à négliger. Je dis simplement que... pour que les tensions deviennent éventuellement un vrai processus, il faudrait deux conditions qui aujourd'hui ne me paraissent pas respectées. Premièrement, il faudrait que les anticipations d'inflation de la part des ménages, des entreprises, soient sérieusement revues à la hausse. Elles sont peut-être revues à la hausse, mais pas nécessairement significativement sérieusement. Et deuxièmement, et ça rejoint votre entame de tout à l'heure, pour qu'on ait un processus inflationniste, il faut que s'enclenche la boucle prix-salaire, style les années 70, entre les deux chocs pétroliers. Or, il y a des augmentations de salaire. Vous citiez M. Roux-Bézieux. 57 branches négocient actuellement. Il y a des augmentations de salaire qui sont d'ailleurs en partie, à mon avis, du rattrapage, qui sont liés aussi à des gains de productivité ici ou là, mais il n'y a pas d'augmentation généralisée des salaires aujourd'hui dans un pays comme la France. Laurent Bronski, je me suis tourné vers le directeur général d'une entreprise industrielle qui nous a raconté ses difficultés, mais qu'est-ce que dit Croissance Plus? Parce qu'il y a un autre débat qui se pose, on voit bien le lien chômage et pouvoir d'achat. Là, dans les négociations d'entreprise, les partenaires sociaux, et voire même les salariés individuellement, poussent la porte du DRH, s'assoit et dit à son DRH, écoutez, nous, j'ai pris 20% sur le gaz, j'ai pris 15% sur les mutuelles, j'ai pris sur l'alimentaire, j'ai 150 € à minima d'augmentation de charges, il faut m'augmenter. Qu'est-ce que dit Croissance Plus, là? Parce que c'est un élément très, très concret, ça. Alors d'abord, si vous le permettez, je voudrais juste prolonger les propos de Christian, parce que je crois qu'effectivement, on vit quelque chose de temporaire. Alors je n'ai pas encore le pouvoir de lire l'avenir, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vois très bien ce qui se passe dans mon secteur. Je ne crois pas un instant qu'on est rentré dans un cycle. Que la demande globale est supérieure en sortie de crise qu'en entrée de crise. C'est juste qu'on a nagé en apnée pendant 2 ans. Donc en clair, c'est exactement ce qui s'est passé. Il faut que ça se régule. C'est-à-dire que vous avez eu dans notre métier, par exemple, où il y a des vrais besoins derrière. Vous n'allez pas vous faire plaisir, malheureusement, en achetant un compresseur. Non. Bon. À Noël, le compresseur au pied du sapin, ça peut être sympa, ça peut être original, je vous le conseille, très original. C'est assez rare. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'on a les acteurs économiques qui, par principe, parce qu'on était en crise, ont mis le pied sur le frein. Donc il y avait des vrais projets derrière. Et donc du coup, en sortie de crise, on a, si vous voulez, un afflux. Un goulet d'étranglement. On parlait de la Chine il y a un instant. Il faut savoir qu'en Chine, il y a un très gros problème au niveau de la production d'électricité. L'électricité est une des composantes majeures de la production d'aluminium. Bien sûr. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui produisent de l'aluminium en Chine, dont les sites de production ne fonctionnent que 3 jours par semaine. Donc on raréfie la demande. Je ne parle même pas des containers, etc. Tout au même moment, en ouvrant des mines de charbon pour essayer de répondre à la demande. Et c'est précisément pour ça, sachant que le gaz a connu une augmentation assez importante. Donc je pense, mais encore une fois, c'est mes hypothèses, qu'on vit vraiment du rattrapage. Donc il y a une hausse qui sera ponctuelle, et c'est pour ça que je pense qu'il y a des poussées inflationnistes. Je ne crois pas à une inflation qui va s'installer durablement. Vous allez voir, je vais venir aux élections présidentielles, parce que cette équation-là, elle est sur la table, à minima, du président de la République. Ce sont des sujets éminemment explosifs. J'ai retrouvé cette petite phrase d'Helmut Schmidt, avant qu'il devienne chancelier. Il a été ministre de l'économie et des finances. Et il disait cette phrase incroyable, il expliquait qu'une inflation à 5, parce qu'à l'époque, en Allemagne, dans les années 70-72, on était à 5,7, une inflation à 5% était plus facile à supporter qu'un taux de chômage de 5%. Une inflation modérée
j'allais dire, fait pas de mal à l'économie en général, parce qu'il n'y a rien de pire que l'inverse. Mais ça fait monter les salaires, mécaniquement. Il n'y a rien de pire que la déflation. Bien sûr. Si vous êtes dans un contexte de baisse des prix, les consommateurs reportent à demain ce qu'ils n'ont pas envie rationnellement d'acheter aujourd'hui. C'est signe de bonne santé. Les entreprises me tournent vers Laurent. Si elles sont confrontées à une baisse de leur prix de leurs débouchés, c'est pas très incitatif pour investir et augmenter la production. Donc il n'y a rien de pire que la déflation. Et donc, c'est la raison pour laquelle les banques centrales, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent... J'allais venir, parce que c'est elles qui régulent les taux. Les banques centrales n'ont jamais cherché à avoir un taux d'inflation zéro. Quand vous regardez les pays avancés, c'est plutôt essayer d'être à 2 ou autour de 2%. Alors aujourd'hui, on est au-dessus. Quand vous prenez la zone euro, quand on est à vous prenez, 2,6. Quand vous prenez la BCE, quand vous prenez la Fed, on est au-dessus d'eux. Mais comme l'a dit Laurent, dans ce qui se passe là, pendant des années, on a été en dessous de 2% d'inflation par an. Oui. Donc, ce que nous disent les banquiers centraux, ils disent c'est temporaire. Je dis simplement par rapport au débat temporaire, pas temporaire, un temporaire qui dure 6 mois, ça peut avoir quand même des conséquences sur les comportements. Il est là le sujet. Pendant une élection présidentielle, je m'autorise à le redire. Il est là le sujet, c'est-à-dire que par rapport à ce que je disais sur les anticipations de prix, les anticipations d'inflation, si on a une fin d'année 2021 et un premier trimestre 2022 avec une inflation qui continue à monter, il peut y avoir aussi dans la tête des gens, et c'est comme dans la tête que c'est important. Oui, l'économie, c'est beaucoup de choses. Oui, c'est beaucoup de choses. Mais c'est la confiance Tout aussi. se passe dans la tête. Il peut y avoir des changements dans les comportements. Donc, moi, Laurent, on est bien d'accord sur le fait que pour l'instant, il y a sans doute une petite bulle d'inflation. Et l'hypothèse, c'est que ça va retomber une fois que tout ça va se normaliser. C'est ça l'idée. Les prix de l'énergie, je ne suis pas sûr que ça va se normaliser. Non, l'énergie, le prix ne baissera pas de toute évidence sur l'énergie. L'OPEP a légèrement relâché. Encore une fois, mais je dirais, je ne sais pas lire le futur. Mais je voudrais justement parler de... Vous n'avez pas répondu à ma question sur les salaires. Est-ce qu'il faut les augmenter ou pas ? Je vais y répondre. Parce que c'est ça le sujet. Pour que justement les auditeurs comprennent bien, je pense qu'il y a une suite logique à respecter. Sur la déflation, il faut bien se rappeler que quand on est rentré dans cette crise du Covid, énormément de prix étaient en déflation. Dans l'univers industriel qui est le mien, c'est-à-dire que beaucoup d'industriels n'ont pas augmenté les prix, pas pendant 5 mois, pendant 5 ans. Et chaque année, lors des négociations avec les clients, les discussions, c'était pas de combien vous les augmentez, c'est de combien vous les baissez. Donc, sans alimenter les théories conspirationnistes, la question qu'il faut se poser dans ce qu'on vit actuellement, c'est à qui profite le crime. Oui. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous êtes un des leaders mondiaux du transport maritime en containers, ça marche bien, hein, par exemple, et que vous avez le nombre de containers n'a pas diminué, le nombre des containers est stable. CMA CGM se porte très bien. Donc, je voulais pas citer le nom. Bien, je dirais, et que vous avez une petite tension sur le mètre carré transporté, je dirais, vous allez faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Et je le sais, puisque nous, on travaille 90% à l'export, beaucoup de ces containers ont été mis au parking dans les ports. Donc pas à disposition du fret. Donc voilà, c'est une remarque. Maintenant, sur le pouvoir d'achat, pour faire un peu monter les prix. On a l'impression, alors d'abord, je le dis très gentiment et sans arrogance, mais à chacun son métier. Donc on va laisser les hommes politiques faire de la politique, et puis on va laisser les chefs d'entreprise faire cheffer dans les entreprises. Les négociations Vous nous refaites l'échange Roux de Bézieux, Bruno Le Maire à la REF. Ils se sont dit la même chose. Laissez donc les chefs d'entreprise décider. Aujourd'hui, on rentre en campagne. Donc on a des gens qui ne sont pas toujours très légitimes pour savoir comment fonctionne une entreprise, qui vous mettent la main sur l'épaule, la main sur la Bible et qui vous disent ce qu'il y a à faire. Bon, les négociations salariales, ça n'a pas été créé fin 2021. Ça existe tous les ans. Tous les ans, on a des entretiens d'évaluation avec nos collaborateurs et tous les ans, on a des négociations salariales. Donc, cette année, ça ne sera pas différent des années précédentes. Vous avez des gens qui sont ravis de leur augmentation, pas contents de leur augmentation, qui souhaitent être augmentés. Rien de neuf sous le soleil. Il y a quand même beaucoup de Français, quand on tend le micro, je dirais comme ça, qui s'inquiètent, qui sont dans une angoisse existentielle, qui disent... Tout augmente. Et ça, c'est un climat qui n'est pas sain. Mais parce qu'ils n'y sont plus habitués. Moi, j'ai grandi dans l'inflation. Oui, l'inflation à plus de 10% dans les années 80. Après le premier choc pétrolier, tout augmentait. Bien sûr. Parenthèse. Là, je ne regrette pas du tout la période de l'entre-deux chocs pétroliers avec une inflation en France qui à 15, c'était combien ? À 2 chiffres. À 2 chiffres, c'est ça. À 2 chiffres. Ouais. Je dis simplement que cette période-là, qui avait beaucoup d'inconvénients, les taux d'intérêt réels étaient bas, les taux d'intérêt hors inflation étaient bas parce que l'inflation était élevée, et les taux nominaux avaient moins suivi. Et deuxièmement, on ne peut pas déconnecter ce débat de la question de la dette, et qu'elle soit dette publique ou dette privée. Parce que dans le passé, depuis 2 ou 3 siècles, comment est-ce qu'on a réglé les problèmes de surendettement, historiquement ?
c'est souvent par des phases d'inflation, puisque l'inflation, ça allège le poids réel des dettes pour les débiteurs, pour les emprunteurs publics. Oui. Sans parler de dévaluation, mais c'est pas le sujet. Ou la guerre. Ou la guerre, bah oui. Ou les deux. Là, on tuait le... Bah oui. Mais La dévaluation directe. pas de problème. Mais les deux étaient liés, inflation et guerre. Je suis pas en train de souhaiter, bien sûr, ni le retour à l'inflation. ni le retour à l'inflation. Je dis simplement que moi, mon hypothèse, qui rejoint un peu celle de Laurence et qui est une bosse, que à partir, je sais pas quand, du printemps, ça va tomber. C'est ce qui est le dit. pic va peut-être tomber au moment de l'élection Mars 2022, qui est en avril, c'est ça. L'année prochaine. Ça va peut-être tomber. Bon, c'est pas de peau, peut-être pour les responsables d'aujourd'hui, parce que il faut quand même le dire. Quand on interroge les Français aujourd'hui depuis quelques mois, le sujet numéro 1, c'est pas le chômage. Le chômage a baissé globalement, même si pour moi le chômage baisse. Le chômage des jeunes reste beaucoup trop élevé. Bon, alors donc je raisonne aussi sur le chômage des jeunes et pas uniquement sur le chômage global. Mais sujet numéro 1, le pouvoir d'achat. Donc ça va peser sur la présidentielle. Intimement lié à l'inflation. Même si l'un et l'autre et d'autres, on est en train de penser que pour les raisons évoquées, ça devrait retomber, sauf si les forces que j'évoquais au début se mettent en branle. Mais c'est la boucle prix-salaire. Pour l'instant, il y a des augmentations légitimes, nécessaires de salaire. C'est pas une augmentation généralisée des salaires. Et on va suivre l'évolution du SMIC, qui est un signal important pour les mois qui viennent. L'inflation est à 2,6. Hein, en octobre. En octobre. Sur 12 mois. Sur 12 mois, on est bien d'accord. Quand même, juste un mot, quand les restaurateurs disent, parce que ce qui est intéressant, c'est de faire le lien, on s'éloigne un peu de notre théorie de la courbe de Philippe, mais le lien entre pénurie d'emplois, parce qu'il y a presque 1 million d'emplois non pourvus, ce qui semble dingue. Et quand les restaurateurs annoncent, c'est l'UMI d'ailleurs, ça lui a été beaucoup reproché, d'augmenter les salaires de 9% pour les salariés, on lui tombe dessus parce qu'on lui dit d'abord, un, il n'est pas légitime, et deux, on lui dit, il faut d'abord baisser les charges. Est-ce que vous êtes toujours sur ce sujet, je dirais, très 20e siècle, ou est-ce que ce sujet est encore plus d'actualité aujourd'hui pour redonner un peu d'air aux salariés ? Non, mais ce que je crois là aussi sur les pénuries, encore une fois, je veux dire, certaines personnes ont la mémoire courte. Je veux dire qu'on n'est pas rentré dans le Covid avec des métiers qui étaient pourvus. Je veux dire, tous les métiers manuels, par définition, il y avait des manques. Ça fait 20 ans que j'entends ça. Les peintres, les soudeurs, enfin tout ça. C'est plus compliqué de trouver un plombier que de trouver un sociologue, vous le savez très bien. Donc c'est pas nouveau. Bon, après, il y a moins utile le sociologue quand on a des problèmes de plomberie. Vous l'avez dit, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Il n'a pas parlé d'économistes. D'économistes. Mais il y en a beaucoup, les sociologues. Il y en a beaucoup. Il y a peut-être plus de sociologues que d'économistes. Attends, je veux dire, moi je crois à l'offre à la demande. Maintenant, il y a des métiers qui doivent, si vous voulez, vivre leur révolution copernicienne. Je veux dire que si vous voulez continuer à attirer des gens, si vous voulez avoir une bonne qualité de service... Je pense à la restauration. Mais je pense à la restauration, mais il y en a plein d'autres. Aide à la personne. Mais je vais vous dire, je vais commencer par balayer devant ma porte. Je vais parler de l'industrie. Je veux dire que l'industrie a énormément évolué, fait sa révolution, mais en clair, c'était plutôt un tue-l'amour pendant 25 ans. D'où des pénuries. Ça évolue. Ça évolue. On n'est pas encore arrivé au but. Mais donc, on a fait un petit peu une petite révolution, il y a des tas de choses qui ont changé. Je veux dire, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Simplement, ce que je trouve un petit peu désagréable dans la petite chanson politique qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'entre les lignes, on semble dire, écoutez, on a fait des super cadeaux aux entreprises, donc maintenant ça va être aux entreprises. C'est ce que dit Bruno Le Maire, il faut qu'elle joue le jeu, qu'elle prenne sa part. Maintenant, il faut renvoyer l'ascenseur. Il faut partager le fruit de... Oui, sauf que si vous voulez, ça c'est du discours politique, et je vais vous dire pourquoi, enfin je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais c'est que quand on dit ça, on raisonne de manière politique et macro. Je vais prendre un exemple très simple. Celui que je connais le mieux, c'est le mien. Nous, on n'a pas fermé une seule journée, on a eu 0 aide. Et on a eu, je peux vous dire, des baisses d'activité très importantes. Bon, donc on a traversé la crise, et c'est tant mieux. Il y a des sociétés qui sont vraiment, si vous voulez, sur le fil du rasoir, et qui ne savent aujourd'hui même pas comment elles vont rembourser les PGE. Donc de dire maintenant il faut renvoyer l'ascenseur, c'est facile à dire, moins facile à faire. Dans des boîtes où ça marche bien, où les collaborateurs se sont serrés la ceinture, les patrons vont faire leur boulot, et ils vont avoir des négociations salariales vertueuses. C'est ça. Monsieur, il faut les augmenter ou pas, ces salaires ? Parce que c'est sur la table, hein, vous avez vu là. Mais il n'y a pas de problème. Je pense que dans les secteurs en pénurie de main-d'œuvre... Il faut augmenter. Bien sûr. C'est l'offre et la demande. C'est la loi de l'offre et la demande. Et c'est pour ça que je parle. Sans risque de dérapage inflationniste. Parce que quand on augmente les salaires, c'est une approche sectorielle des salaires qui
qui se distingue de ce que j'ai appelé la hausse généralisée des salaires. C'est par secteur, c'est pas une hausse générale. Deuxième point, moi je me balade comme tout le monde à Paris et dans le reste de la France, dans mes activités, et quand je vais au restaurant et que je pose cette question qui m'intéresse comme citoyen et comme économiste, pourquoi vous avez du mal à recruter? Il y a la question des salaires, il y a aussi la question des conditions de travail. La pénibilité. Donc, la difficulté qu'on a sur ces secteurs en pénurie, peut-être que dans certains cas, la question salariale est centrale, mais il y a quand même pas mal de métiers dans lesquels il n'y a pas que le problème des salaires, il y a les conditions de travail, la manière de gérer les horaires, etc. Moi, c'est ce que j'ai entendu en province l'autre jour dans un restaurant où je me trouvais. La pénibilité. Pour se résumer, il nous reste quelques minutes, mais vous dites, on va atteindre peut-être mars-avril, cette espèce de bosse inflationniste, et on retrouvera une forme de régulation de notre économie. Il reste quand même un sujet important, est-ce que l'inflation peut avoir une incidence sur des entreprises, je pense à celle de l'alimentaire, excuse-moi de reposer la question, qui ne peuvent pas répercuter le surcoût de leurs matières premières à leurs clients. Certaines peuvent le faire, je pense à Saint-Gobain par exemple. Elle peut reporter le surcoût à sa clientèle. Plus compliqué pour un marchand de pâtes. Son blé a pris 40%, il ne peut pas doubler le prix de son paquet de pâtes. Je ne suis pas convaincu. Et donc il met en danger son entreprise. Alors d'abord, je tiens à dire qu'en ce qui me concerne, moi je suis beaucoup plus préoccupé par ce que vous venez de dire que par des hausses de salaire. Parce que les hausses de salaire, je dirais, tous les ans, j'ai un rendez-vous. Et depuis 35 ans, donc rien de neuf sous le soleil. Par contre, ce que je trouve très préoccupant, c'est ce que vous venez de dire. Et ça, la grande question, elle tient en deux mots. C'est qui paye. Donc, les matières premières, elles augmentent. Tout le monde a un client. Et quand vous êtes fournisseur de rang 3, ce qui est notre cas, vous avez un client qui a un client qui a un client qui a un client. Et si le client du bout dit non, maintenant vous vous retrouvez en situation très délicate. Eh ben voilà. La situation, c'est grosso modo, si vous avez un client qui dit non, je suis désolé, vous avez signé un contrat, vous êtes engagé sur des prix sur 3 ans, il n'y a pas d'indexation des prix. Vous êtes pris à la gorge, tout simplement. On est pris à la gorge, ça veut dire que qui finance, c'est l'entreprise qui va devoir rogner sur ses marges. Mais est-ce que ça, c'est une négociation pour un mouvement comme Croissance Plus, un mouvement de levier auprès du gouvernement en disant il faut, parce qu'on commence à entendre cette petite musique justement, prenez en charge ce surcoût des matières premières, aidez-nous, sinon on coule. C'est clairement, si vous voulez, quelque chose qui va concerner énormément de membres de Croissance Plus. Maintenant, je ne sais pas comment le gouvernement peut concrètement intervenir dans ce genre de négociations. Oui, c'est un vrai sujet. On fait quoi en B2B. Après 1 an et demi de quoi qu'il en coûte, c'est un peu compliqué. Non, mais on est d'accord, mais vous voyez bien qu'il y a un sujet là quand même. Il y a un vrai sujet. Il y a un sujet d'évolution des taux de marge, avec à mon avis des différences sectorielles qui vont s'accentuer. Parce que les conditions de concentration et de concurrence ne sont pas les mêmes dans les différents secteurs. Et la capacité de répercuter l'augmentation du prix des inputs dans la production est très différentielle d'un secteur à l'autre. Donc, il va falloir suivre les taux de marge. Le sujet, la répercussion macroéconomique, ça peut être, je dirais, si véritablement il y a des secteurs tout à fait importants qui connaissent une baisse significative des taux de marge, la question qui va se poser, c'est l'évolution de l'investissement. Et la manière de gérer l'innovation, parce que l'innovation, elle ne tombe pas du ciel, elle s'inscrit dans des investissements. Bien sûr, donc là, c'est un problème qui, au départ, donne l'impression d'être micro ou sectoriel. Et qui devient plus global. Macro. Mais ceci dit, l'État aujourd'hui va pas dire, vous savez, moi je compenserai ex ante ou a priori la baisse des taux de marge. Excusez-moi, il y a eu cette petite prime de 100 € là qu'on appelle la prime inflation. Enfin, c'est quoi? C'est un sparadrap sur une jambe de bois. Non, mais c'est pour solder le passé, c'est pas pour préparer l'avenir, parce que si les prix des matières premières continuent à monter, ça suffira pas. Et on va pas faire des chèques tous les 3 mois. Essence, pâtes. Il y aura sûrement pas la prime, si vous voulez, pour la hausse des matières premières pour les producteurs. Par contre, voyez, ce qui est votre cas. Ce qui est notre cas. Par contre, je pense à une chose. Effectivement, Christian a raison. Il y a des secteurs qui sont très concentrés. Par exemple, j'ai vraiment de la chance de pète dans l'automobile. Parce que là, à mon avis, ils ne vont pas rigoler. Terrible. Bon. Non seulement ils sont confrontés, si vous voulez, à un client, donc les fabricants automobiles, qui de toute façon maintiennent les prix, voire les baissent, mais en pénurie d'électronique, qui en plus sont en transition et en pivotement. Donc on leur demande, on leur demande de doublement baisser les prix. Par contre, je veux dire que comme depuis maintenant 2 ans, les Français ont redécouvert ainsi que les politiques les vertus de la relocalisation, de conserver l'outil industriel français, enfin toute cette musique. On l'entend beaucoup. Toute cette musique très sympathique. Musique ou réalité? Excusez-moi, c'est... Justement, pour éviter que ça soit simplement incantatoire, c'est le montant, c'est le moment de le prouver. Parce que si en clair, vous laissez vos sous-traitants absorber ces hausses de matières premières avec une position intransigeante, c'est très facile de savoir ce qui va se passer. Ils vont disparaître. Et ils disparaîtront. On est d'accord. Dans pas mal des secteurs évoqués par Laurent, la concurrence, elle est mondiale. Bien sûr. Et donc, la question qui se pose, c'est, OK,
une baisse des taux de marge dans certains secteurs en France, et comment ça se passe à l'étranger, et comment ça se compare. Il y a pas, on ne part pas sur la même ligne, sinon. Il y a pas les valeurs absolues, il y a les valeurs relatives qui m'intéressent. Absolument. Merci, messieurs, de nous avoir éclairés. Il y a à la fois de l'optimisme dans ce que vous nous dites par rapport à l'inflation, mais le sujet qui est sur la table, c'est le problème des taux de marge et le fait de maintenir en vie des entreprises prises à la gorge par des obligations de prix qui ne correspondent plus au coût. Absolument. On est d'accord, c'est ça l'enjeu pour vous aujourd'hui. Christian de Boissieu, ça c'est un vrai sujet. Et est-ce qu'il faut quelque chose d'autre qui prolonge d'une manière ou d'une autre, sans le dire, le quoi qu'il en coûte? Moi, je suis assez sceptique, mais le rôle de l'État, c'est ça la question. La question du rôle de l'État et des politiques publiques est posée. L'accompagnement des entreprises qui sont dans la situation de Laurent Wroski, pris au piège à des tarifs déjà présignés, et là, avec le risque que votre entreprise soit en difficulté réelle, que vous soyez obligé de vous séparer de collaborateurs, ce qui viendrait effacer la politique du quoi qu'il en coûte. On est d'accord. Inquiétude. On fera un débat sur cette question très spécifique parce que je suis persuadé que des chefs d'entreprise ou des fédérations d'entreprises commencent déjà à tirer la sonnette d'alarme sur cette question. Merci Christian de Boissieu, économiste, vice-président du Cercle des économistes et professeur émérite Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et merci à Laurent. J'ai dit, ça veut dire pas très jeune. Hein. J'ai jamais dit ça. Mais moi je le dis. Vous le dites. Alors, c'est vous qui le dites. Mais vous faites très jeune, Christian de Boissieu. Laurent Wroski, directeur général d'Hervor, on l'aura compris, ce sont des compresseurs qu'on n'offre pas à Noël. Et on peut les offrir à Noël. Secrétaire général de Croissance Plus. Merci de nous avoir rendu visite, messieurs. Merci beaucoup. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va rester un peu dans la pénurie, évidemment, avec les métiers de la tech. C'est compliqué et les startups ont beaucoup de mal à recruter des talents. On en parle.